Vous êtes bien sur France Culture. C'est l'été, tout de suite, l'heure du documentaire Irène Omelianenko. Ça y est, tu enregistres là ? Bonjour, c'est l'heure du documentaire. Il écrit « On a pu lire des récits sur un tunnel sombre, avec au bout une lumière intense. Pour moi, pas de tunnel. Je me suis vue me dirigeant vers le haut, le visage tourné vers le ciel bleuté. Je sais que je laisse derrière moi, plutôt en bas, quelque chose de sombre, qui semble être mon passé. J'étais bien. Comme dans les hallucinations, je n'avais pas de corps. Sans intelligence, aucun bruit, personne autour de moi, et j'avançais dans ce néant ouaté, avec plus loin un espace ouaté bleuté. Cet espace ouaté s'est entrouvert. Quelque chose ou quelqu'un, plutôt un beau vieillard à la barbe blanche, habillé de cette ouate, m'a très rapidement dit « Toi, tu es trop gentil, retourne ». Cette expérience présumée de mort imminente est datée du 30 mai 2016 sur le site de NERDF sous le numéro 8004. Bien avant cela, en janvier 2010, nous avions confié à Maëlys Bessery une enquête sur ce mystérieux phénomène qui faisait l'objet d'une expérience scientifique à l'hôpital de Sarlat. Quand on anesthésie des patients depuis 36 ans, qu'on joue en permanence à longueur de journée avec la conscience, que l'on a pris en charge pendant des années des traumas crâniens avec des comas prolongés, forcément on arrive à se poser des questions sur la conscience. C'est très interpellant pour celui qui pousse une seringue et qui envoie un patient on ne sait pas où pendant le temps d'une intervention chirurgicale. J'ai eu des témoignages de patients qui ont fait un coma dépassé, qui ont vu la lumière, qui ont vu le tunnel, la lumière blanche, une source de chaleur. Et ces gens-là n'ont plus peur de la mort et la preuve qu'ils ont entendu, qu'ils ont vu quelque chose, puisque j'ai eu même des témoignages d'une patiente qui allait sortir de son corps. Expérience de mort imminente. Où en est la recherche ? Maëlys Bessery, Christine Diger. Et d'abord, cette incroyable histoire révélée par nos confrères allemands du magazine Der Spiegel. Pendant 23 ans, un patient belge accidenté de la route est resté soigné à l'hôpital de Liège. Et pendant 23 ans, ses médecins l'ont cru plongé dans un profond coma végétatif. Eh bien non, cet homme de 46 ans a enfin pu communiquer et il vient d'expliquer que durant toutes ces années, il était parfaitement éveillé, il entendait, comprenait, réfléchissait, mais il était incapable de communiquer car emprisonné, a-t-il dit, dans un corps totalement paralysé, ce que sa mère avait toujours affirmé aux médecins. À Bruxelles pour France Inter, Quentin Dickinson. Rom Houben avait 20 ans en 1983. Étudiant à HEC Liège, le jeune Limbourgeois est victime d'un grave accident de la route. Vivant, mais entièrement paralysé, il est hospitalisé. Après quelques examens, le verdict des médecins est formel. Il est dans un état de coma végétatif profond et irréversible. Mais sa famille ne renonce pas. Elle est convaincue qu'il est conscient. Elle frappe à toutes les portes. Par 5 fois, on le transporte chez un spécialiste aux États-Unis. Mais c'est d'un chercheur gantois, le Dr Steven Loreis, que viendra la solution grâce à un clavier d'ordinateur de grande dimension fixé à l'accoudoir droit du fauteuil roulant de l'invalide. Avec l'aide d'une infirmière spécialisée, Rom Houben, aujourd'hui âgé de 46 ans, parcourt de son index le clavier lettre par lettre. Et il révèle qu'il entendait tout ce qui se disait autour de lui depuis 23 ans. Les médecins qui se décourageaient ou encore l'annonce de la mort de son père. Et il rédige en ce moment un livre. Selon le docteur Loreis, ce cas n'est pas isolé. 41% des cas de coma irréversible seraient mal diagnostiqués. Elle va mieux. Bonjour, messieurs, dames. Hôpital de Sarlat, centre hospitalier Jean Leclerc. Je finis ma clope et après je monte au kiné. Ouais, tout à l'heure.
Corinne Cluzel, vous êtes infirmière à Sarlat. Vous êtes dans quel service ? Alors actuellement je suis dans le service de chirurgie ambulatoire depuis le mois d'août, mais j'ai passé donc 20 ans dans le service urgence, réanimation, soins continus. Qu'est-ce que ça a de particulier d'être infirmière en réanimation ? On a un contact très différent quand on est dans un service de réanimation parce que souvent les personnes sont dans des conditions, on va dire, les plus extrêmes, avec un état général très très affaibli et quelquefois ils sont conscients et quelquefois ils ne sont pas conscients. Et quand les gens ne sont pas conscients, il faut faire très attention aux soins. Je crois que les soins sont complètement différents et il faut toujours faire en sorte d'avoir des relations, faire attention à ce qu'on dit, faire attention parce que c'est différent. Les gens sont souvent sédatés, intubés. Comment est-ce que ça se passe, la prise en charge et les soins prodigués à quelqu'un qui n'est pas conscient ? Corinne Cluzel, concrètement, vous rentrez dans la chambre, vous dites bonjour. Bien sûr, quand je rentre dans la chambre, je dis bonjour, j'explique le soin que je vais faire, je vais dire s'il est difficile ou s'il est un peu plus douloureux, etc. J'explique à une personne inconsciente comme je le ferais à une personne consciente. Quand la famille intervient, quand les familles viennent visiter ces patients qui sont intubés et sédatés, on prend la main du patient, on lui parle, on a un rapport très concret qui n'est pas de détachement. Voilà. Je trouve que c'est important de donner des explications et de faire comme si la personne était consciente. Parce qu'en fait, je ne sais pas exactement. Moi, je n'ai pas vécu l'expérience, le fait d'être inconscient, et je ne sais pas ce qu'elle ressent et je suis sûre qu'elle ressent quelque chose. Blessé non identifié, inscrit sur le numéro 407. Ordre post-opératoire du colonel Tillery, chirurgien en chef dans l'armée des États-Unis. Bien que le cervelet permette encore certains mouvements limités, de tels mouvements ne signifient rien. Il se pourrait que des mouvements brusques et répétitifs se produisent parfois. On devra les traiter comme des spasmes musculaires réflexes, c'est-à-dire par sédatif. Le cerveau a subi des dégâts très importants et irréparables. Si je n'avais pas été absolument certain de cela, je n'aurais pas accepté de le laisser survivre. La seule et unique raison qui m'ait poussé à prolonger son existence, c'est l'espoir que nous apprendrons de lui des moyens de mieux soigner les autres. Traitez-le avec autant de douceur que s'il pouvait sentir la douleur lorsque vous vous occuperez de lui. Il est rappelé au personnel soignant qu'il doit s'interdire tout sentiment émotif envers un patient. Les soins médicaux n'en seront que meilleurs. Afin d'éviter une quelconque émotion, n'oubliez jamais qu'il est tout à fait impossible à un être complètement décérébré d'éprouver la douleur ou le plaisir, de se souvenir, de rêver ou d'avoir la moindre pensée et qu'en conséquence, ce jeune homme demeurera sans pensée ni sensation jusqu'au jour où inévitablement il mourra. J'ai vu un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, qui s'appelait Johnny Got His Gun, l'histoire d'un poilu très mutilé qui n'était pas conscient, mais dans un milieu hospitalier avec des gens qui ne faisaient pas cas, qui ne considéraient que son corps, et quelqu'un qui est intervenu et qui a eu un rapport complètement différent, qui a pris tout son être en entier et qui a communiqué avec lui et ce film m'a beaucoup marqué. Pour moi, c'est très important d'avoir une relation comme ça, très proche. Est-ce qu'il vous est arrivé de connaître des réveils de patients qui étaient sédatés depuis un moment, qui étaient dans le coma, Corinne Cluzel ? Et il y a des sédations qui sont prescrites, c'est des comas artificiels qui sont avec une sédation prescrite par un médecin. Donc quand on fait des sevrages, les gens reviennent à eux et sont conscients. Mais personnellement, je n'ai pas eu de gens qui m'aient raconté des expériences particulières qu'ils avaient vécues. Pourquoi est-ce qu'ils allument pas ? Je suis dans le noir ici. Dans le noir et le silence. Je peux sentir mon sang couler dans mes veines, mais je n'arrive pas à entendre ses pulsations dans mes oreilles. Si on ne peut entendre ses propres pulsations, c'est qu'on est sourd. Tu es sourd, Joe. Sourd. Non, pas forcément.
Je suis peut-être tout simplement en train de rêver. Ou peut-être que... Oh mon Dieu, j'ai mal! Je sens que je transpire. La sueur me dégouline sur la peau. Et ma peau est brûlante et humide. Elle est toute enveloppée de pansements. J'en ai partout. Même ma tête est entièrement bandée. Il est certain que j'ai dû en prendre un sérieux coup. Non! Les coups de téléphone la nuit n'apportent que de mauvaises nouvelles. Ne laisse personne répondre, papa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Des pas. Ah oui, je ressens leurs vibrations à travers mon dos. En ce qui concerne la respiration, rien d'anormal. Non, tout se passe bien. Ils doivent être en train de regarder quelque chose. De ce côté-là aussi, tout va bien? Mhm. Une main sur ma poitrine. Bon, ça va. Et plus d'oxygène, sauf en cas d'urgence. Je n'arrive pas à comprendre. La tubulure d'alimentation parentale, ça va? Mon visage? Qu'est-ce qu'il a, mon visage? Je vais demander une attention Il particulière. est très abîmé ou quoi? La colostomie, ça marche. La cystotomie aussi. Parfait. Quoi encore? L'ambulance est là? Oui, colonel. Très bien, on peut l'emmener alors. Et où l'emmenez-vous, colonel? Au pavillon 3, à l'hôpital des Forces armées. À Jeanville-Saint-Clair. Allons-y. On embarque. Allô, ici les établissements Davis. Rudy McKenna à l'appareil. Et Rudy? Téléphone, Joe. J'arrive, merci. Allô? Séverine Collomb, vous êtes aide-soignante dans quel service? En service de réanimation, soins continus à l'hôpital de Sarlat. Ça fait longtemps que vous travaillez à Sarlat? Oui, depuis avril 97, ça fait 10 ans, 12 ans bientôt. On travaille en binôme avec l'infirmière. On fait la toilette, le confort des gens, les petits déjeuners, les repas. Et puis après, ça peut aller du simple soin à l'urgence. Comment est-ce que vous travaillez dans ce cas-là? En quoi il consiste votre travail? Alors, je pars du principe que tout patient qui est intubé, nous, on leur dit tous les soins que l'on va leur faire. Moi, je leur dis qu'il faut leur parler, parce qu'ils sont susceptibles d'entendre. Voilà. Donc, vous faites quoi concrètement? Vous venez, vous les saluez? Ah ben, on leur dit bonjour, on leur fait la toilette. Si on les tourne, on leur dit qu'on va les tourner. Si on les amène à la radio, on leur dit qu'on les amène à la radio. Quand il y a leur famille, on leur dit aux familles, vous vous présentez, vous êtes qui par rapport à lui, vous dites votre prénom. Voilà, je pense qu'il faut leur parler et moi je leur parle. Et ils répondent par soit des clignements des yeux, soit un signe de la tête. Mais la plupart du temps, c'est si on leur dit « Est-ce que vous avez mal? Serrez-moi la main ». Ils répondent en nous serrant la main. Mon cousin était à l'école d'infirmier sur Bordeaux. Tout son stage, il s'est occupé d'une patiente qui était dans le coma. Donc, quand il venait lui faire des soins, il se présentait, comme dire « Je suis Olivier », elle est infirmière. Et cette dame, quand elle s'est réveillée, lui a dit « Vous, je vous connais, je sais que vous vous appelez Olivier et que vous êtes à l'école d'infirmière ». Donc, moi, je pense qu'il faut parler à ces patients et qu'ils soient dans le coma ou pas, il faut leur dire tout ce qu'on leur fait parce que je suis persuadée qu'ils entendent. Pourquoi vous êtes intimement convaincue que les gens comprennent et entendent quand ils sont dans le coma, Séverine? Parce que je suis aide-soignante et que j'ai très peur de la mort. Et j'ai eu des témoignages de patients qui ont fait un coma dépassé, qui ont vu la lumière, qui ont vu le tunnel, la lumière blanche, une source de chaleur. Et ces gens-là n'ont plus peur de la mort et la preuve qu'ils ont entendu, qu'ils ont vu quelque chose. Puisque j'ai eu même des témoignages d'une patiente, elle est sortie de son corps. Elle s'est vue à côté du lit. Et c'est quand elle a vu ses enfants rentrer dans la chambre que là, elle est revenue à elle. Vous en avez eu plusieurs, des témoignages de gens qui disent avoir vu quelque chose quand ils étaient dans le coma, Séverine Collomb? J'ai eu 2 témoignages de patients
Une dame qui a fait un coma dépassé et qui a vu cette lumière blanche, cette source de chaleur, ce bien-être, et ils me disent qu'ils sont bien et qu'ils n'ont pas envie de revenir. Ils n'ont plus peur de la mort. Sinon, une autre jeune femme qui a fait un coma, qui est passée chez nous, puisqu'elle avait fait une rupture d'anévrisme et qui se rappelle de tout. Elle se rappelle de tout, même jusqu'aux premières prises en charge par le SMUR. Et elle se rappelle même quand elle était dans l'hélicoptère. Donc elle se rappelle de tout, de tout, de tout. Pourquoi est-ce qu'elle vous a parlé? Alors, cette patiente est venue chez nous pour tout autre motif, donc une opération. Et c'est en lui faisant la toilette et on est venu à aborder le sujet de la mort. Et elle n'osait pas en parler puisque c'est un sujet tabou. Et elle m'a parlé comme ça qu'elle avait fait... Je lui ai demandé si elle avait vu la lumière. Elle m'a dit oui, qu'elle avait vu la lumière. Ce tunnel, cette source de chaleur, ce bien-être. Et les gens qui sont passés dans l'au-delà voient aussi des personnes âgées qui leur disent qu'il est trop tôt, qu'ils sont trop jeunes pour mourir et qu'il faut qu'ils reviennent. Et cette personne-là, qui était jeune, qui est sortie de son corps, et quand elle a vu ses enfants arriver dans la chambre, c'est là qu'elle est revenue à elle et que ce sont ses enfants qui lui ont fait réagir. Elle l'avait déjà raconté, cette histoire? Elle vous a dit? Elle en a parlé à son mari, mais après elle n'osait pas en parler puisqu'il y a des gens qui n'y croient pas, qui sont persuadés que ça ne peut pas exister. Donc j'en ai parlé au docteur Postel et on en a parlé avec d'autres collègues et apparemment il y a d'autres collègues qui ont eu d'autres témoignages. Et j'ai trouvé ça très intéressant et si c'est ça la mort... les gens n'ont plus peur de la mort, donc il se passe certainement quelque chose et cette source de chaleur qui dit ce bien-être, ils n'ont pas envie de revenir. Donc si c'est ça la mort, je sais pas, j'en ai peut-être plus peur, je sais pas. Docteur Jourdan, vous êtes vice-président et directeur de la recherche médicale de l'IANDS France. Ça fait plus de 20 ans que vous travaillez sur les expériences de mort imminente. Les EMI, ce serait donc les expériences de mort imminente, à la fois percevoir d'un point extérieur à son corps, ça serait mémoriser certaines choses alors qu'on n'est pas censé être conscient. Ce que nous essayons de caractériser, c'est ce qui est accessible, si vous voulez, à une exploration scientifique. En essayant de comprendre au niveau du cerveau ce qui se passe quand on perçoit, que ce soit des images, des sons ou autre chose. Ce que nous allons faire, c'est essayer aussi de caractériser les perceptions qu'on peut qualifier de paradoxales qui surviennent pendant ces expériences. Après, il faut bien... avant d'étudier une expérience comme ça, savoir faire un diagnostic différentiel. Il y a d'autres expériences qui peuvent de loin ressembler à certaines caractéristiques, en particulier l'impression de se trouver hors de son corps, qu'on trouve dans ce qu'on appelle les paralysies du sommeil ou les intrusions de sommeil paradoxales, mais qui sont des expériences totalement subjectives. L'intérêt dans les perceptions qu'on trouve dans les expériences de mort imminente, c'est que tout ce que les gens décrivent, même si c'est banal, correspond à la réalité et peut être vérifiable. Docteur Jourdan, à travers votre ouvrage Deadline Dernière Limite, vous décrivez un protocole qu'il faudrait mettre en place pour essayer de comprendre scientifiquement ces expériences de mort imminente. Le principe donc est d'interroger dans des services hospitaliers tous les patients qui ont survécu à un arrêt cardiaque ou à un coma prolongé en leur demandant s'ils se souviennent de quelque chose. Si oui, on va essayer de savoir quoi. Ensuite, à partir du moment où on fait l'hypothèse d'une perception globale, dans la mesure où les personnes ne voient pas avec leurs yeux, ne voient pas à travers leurs paupières, il y a une perception d'information, on va considérer que cette information n'a pas besoin d'être visible. Il suffit qu'elle existe. Donc le principe, c'est de mettre des cibles, que ce soit des objets ou des dessins ou des illustrations, totalement cachés dans des enveloppes ou dans des récipients qui ont été scellés par un huissier. Dans l'environnement
dans une salle de réanimation, dans une salle de déchocage, aux urgences ou dans un service de cardiologie interventionniste, en espérant que un jour ou l'autre, une personne qui vit une expérience de mort imminente vous dise j'ai vu ou j'ai perçu telle ou telle chose. De la même façon qu'un certain nombre de gens ont pu dire qu'ils avaient vu un tube de rouge à lèvres dans la poche de l'infirmière, qu'ils ont pu voir à travers le champ opératoire, les chaussures des médecins, des réanimateurs, et ils vous disent, il y en a un qui avait les lacets défaits. C'est toujours des choses extrêmement banales, mais c'est des petits détails justement qui attirent l'attention. Pas l'œil, mais au moins l'attention. Alors le docteur Postel, qui est chef de service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital de Sarlat, est en train de procéder à l'étude pilote, c'est-à-dire qu'on va essayer avec lui de définir les difficultés qu'il peut y avoir à mettre une telle étude en place, et c'est une première étude en grandeur réelle. Monsieur Mariès, vous êtes le directeur de l'hôpital de Sarlat. Quelle a été votre réaction lorsque le docteur Postel est venu vous voir en vous disant je m'intéresse aux expériences de mort imminente et j'aimerais mettre en place un protocole dans mon service? Ça m'a semblé tout à fait logique qu'un établissement hospitalier puisse également concourir à des démarches de recherche, et celle-là m'a semblé relativement intéressante pour que je puisse y souscrire. Est-ce que le sujet, Monsieur Mariès, ne vous a pas un peu surpris? Non, absolument pas, puisque j'ai travaillé dans des services de réanimation dans des vies antérieures. Donc je faisais tous les jours des radios à des malades qui étaient dans le coma, des malades qui sortaient du coma. Quand les gens revenaient, entre guillemets, ils nous racontaient certains actes que nous avions faits. Et il y avait quelquefois des expressions du genre « Ah, vous m'avez fait mal quand vous m'avez fait vos radios », alors que les gens étaient dans le coma. Mais ils se souvenaient que je leur avais fait mal quand j'avais fait une radio. Et ça a complètement modifié nos pratiques au sein des services de réa, puisque quand on devait faire des actes invasifs, on expliquait aux gens, même s'ils étaient dans le coma. Et si je reviens un peu en arrière, dans mon expérience professionnelle antérieure, je travaillais dans une salle de coronarographie. Le patient avait un écran de télé sur lequel il pouvait suivre l'examen. Et quand la sonde rentre dans la coronaire, quelquefois il y a un spasme et le cœur s'arrête. Donc nous on était prêts, on faisait un massage cardiaque et 99 fois sur 100, la personne revenait. Et systématiquement les gens disaient « Excusez-moi, j'ai dû m'endormir, mais qu'est-ce que j'étais bien ?» Et ça je l'ai entendu des centaines de fois. C'est pour ça que cette recherche m'intéresse. C'est pour Monsieur Postel. Docteur Postel, ça fait longtemps que vous travaillez à l'hôpital de Sarlat? Ça fait juste 6 ans. Je suis arrivé ici pour un choix de vie, de qualité, d'environnement. Et donc nous sommes un hôpital de proximité, nous sommes un établissement de moyenne importance. Bon, donc on va aller voir le service de réa. Là, on vient de rentrer dans une salle. Alors là, vous êtes dans le sas et vous allez devoir passer une tenue. Une tenue verte? Une tenue verte ou bleue, il y en a une, c'est comme vous voulez aller. Et après, il faudra mettre aussi des surchaussures. Voilà, ce sont les mesures d'hygiène que l'on rencontre dans tous les établissements en particulier et aussi plus particulièrement dans les services de soins intensifs. C'est bon, il y a un petit nœud à faire derrière. Je l'ai fait. Voilà. Voilà, donc nous entrons dans l'unité. J'ai vu les chiffres là, on en fait un petit peu en bas. Il faut faire maintenant les 90. Le patient qui est placé dans un box de réanimation, qui va faire un arrêt cardiaque, prenons l'exemple d'un infarctus,
va faire un arrêt circulatoire. Donc les alarmes immédiatement se mettent en route et puis le massage cardiaque va être entrepris, on va réaliser tout ce qu'il faut pour essayer de le réanimer, de le ramener à la vie. Si ce patient pendant ces quelques minutes a vécu une EMI, a pu décrire être sorti de son corps, son attention a pu être captée par un détail qu'il va dire au réveil. Ce qu'on peut appeler le syndrome d'expérience de mort imminente, en fait, est connu depuis 1975, et c'est Raymond Moody qui, dans son ouvrage Life After Life, a présenté les premiers cas. Moody est psychiatre, philosophe en plus, un prof de philo, donc a été interpellé par ces patients qui racontaient des expériences comme ça. Et on en a dégagé la description d'une expérience commune à tous ces patients qui est lors d'un arrêt circulatoire cérébral, un arrêt cardiaque par exemple sur un infarctus massif, qui sont réanimés et qui récupèrent sans séquelles neurologiques quelques minutes, moins de minutes pour abolir toute récupération cérébrale en tout cas. Ça peut être beaucoup plus flou sur des comas qui vont durer de plusieurs jours à plusieurs semaines et où les gens, au sortir de leur coma, vont décrire là aussi cette fameuse expérience qu'on va définir. Et puis, ça peut être des expériences pendant une anesthésie. Et celles qu'on observe pendant les anesthésies surviennent dans des conditions assez catastrophiques. J'ai récemment eu dans mon bloc une patiente que j'avais anesthésiée presque sans tension artérielle, tellement elle avait saigné. Il fallait faire une césarienne en urgence. Et elle a décrit au réveil de sa césarienne une expérience de mort imminente. Le 27 septembre 2009. Cher monsieur, à la demande de votre épouse, Madame le Docteur, je vous rends compte d'une expérience irréelle que j'ai vécue. Il y a environ 1 an, en prenant connaissance d'un article paru dans une revue féminine, dont je vous joins photocopie, j'ai pris conscience qu'au début des années 1960, j'ai été sujet d'une expérience de mort imminente dans les circonstances suivantes. C'était un jour de semaine en soirée, la chaleur était étouffante, je m'apprêtais nu à me laver devant l'évier de la cuisine, faisant salle commune, seul endroit possible vu la modestie des équipements. Ressentant que je perdais connaissance, j'ai appelé mon épouse, avant d'émerger dans un couloir entouré de ténèbres. Je flottais dans l'espace, dans un silence total, ne sentant plus mon corps, dans un état de bien-être, de félicité, d'amour, vidé de toute autre pensée. Une lumière blanche qui me paraissait éloignée brillait doucement, sans scintiller, vers l'extrémité de ce couloir en légère pente ascendante. Je restais sur place, regardant cette lumière qui me faisait penser à l'ouverture d'une grotte s'ouvrant sur un monde merveilleux, de bonheur intense, de félicité, m'invitant à y pénétrer. Sous la violence d'un choc, j'ai brutalement repris connaissance. J'étais allongé sur le dos, sur le carrelage. Courroucé, j'ai apostrophé mon épouse penchée sur moi, qui venait violemment de me gifler, après m'avoir, inquiète, tapoté les joues sans résultat. Elle venait de me trouver ainsi inanimé, dans l'incapacité d'en préciser la durée. À la vue de son visage en larmes, je suis revenu à la raison en la consolant, honteux de mon algarade. J'ai compris, après 46 ans environ, que j'avais vécu une expérience de mort imminente. Depuis la découverte de cette révélation, ma mémoire me semble s'être aiguisée, me faisant me souvenir jusqu'à des faits remontant à ma prime enfance. En vous remerciant d'avoir pris la peine de m'avoir lu. Ces patients racontent qu'ils ont vécu une expérience, mais nous trouvons donc
quasiment une trame identique. C'est la sortie du corps, arrive la phase otoscopique en termes scientifiques, c'est-à-dire qu'ils se détachent, qu'ils vont flotter dans la pièce où ils sont, dans la salle de réanimation, dans le camion du SMUR, enfin des tas de circonstances, et ils se voient sur leur brancard ou leur lit de réanimation, comme s'ils étaient devenus étrangers à eux-mêmes, en fait. Ils décrivent une capacité à voir partout en même temps, 360 degrés, tous les azimuts, et on pense que ça correspond à une acquisition globale d'informations par le cerveau qui est placé dans des conditions extrêmes. Alors, s'ils continuent, ils vont arriver dans un tunnel, et puis au fond de ce tunnel, il y a cette lumière qui est indescriptible, que tous disent être non aveuglante mais très très violente. Et puis, certains continuent, vont rencontrer des êtres, souvent des êtres chers qui sont disparus, des amis, des parents, et parfois disent avoir rencontré un être qu'ils n'arrivent pas vraiment à définir, qui est l'être de lumière. Un soir, je jouais aux cartes et je me suis sentie pas très très bien. Je suis allée me coucher, on habitait un studio et très vite, j'ai eu le sentiment d'avoir une spirale qui m'emportait, littéralement par un tourbillon, et je me suis retrouvée au plafond de ma chambre. Et j'ai trouvé ça excessivement comique sur le moment, parce que je voyais tout ce qui se passait. Voir, c'est une façon de parler, c'est-à-dire je voyais à 360 degrés. Je suis sortie du studio où j'étais pour me retrouver à l'extérieur. Et j'ai été attirée par les étoiles. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû commencer à ce qu'on pourrait dire, entre guillemets, mourir. J'étais ailleurs. Et c'est en arrivant dans la Voie lactée que j'ai aperçu quelque chose de très très cotonneux et un parvis où il y avait énormément de gens en tunique blanche qui attendaient. Et sur ce parvis, à côté de moi, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Tu sais, rien ne presse ». Et cette voix, je l'ai ressentie comme quelqu'un de très familier. Et puis, il me disait « Mais que fais-tu là ?» Et je lui dis « Oh, personne ne m'aime, j'ai envie de partir. » Et il m'a dit à ce moment-là « Le crois-tu vraiment ?» Ce qui est encore plus caractéristique dans l'EMI, c'est que tous les patients qui l'ont vécu et qui en reviennent voient chambouler totalement leur concept de vie. Ils ont baigné dans un amour immense. D'ailleurs, beaucoup disent j'avais pas envie de revenir, j'étais tellement bien que j'aurais voulu que ça continue. Et ils ont tous en commun une sérénité vis-à-vis de la vie, de la mort, qui va jusqu'à modifier leur comportement personnel. Et d'ailleurs, certains neurophysiologistes, notamment c'est l'école de Bristol, qui n'hésitent pas à dire, voilà, c'est ça, l'EMI, c'est une décharge d'endorphines, de neuromédiateurs, qui fait que les gens vont se sentir très bien. Bon, on peut dire, ces patients qui sont en situation d'être réanimés, pour la plupart, ont des substances sédatives, c'est-à-dire des anesthésiques pour résumer, des dérivés de la morphine pour lutter contre la douleur lorsqu'ils sont sous sédation dans un service de réanimation. Et on peut dire, voilà, les effets sont connus sur le psychisme, sur le vécu, sur les rêves de ces substances. Si l'on prend l'exemple d'un qui est très particulier comme classe pharmacologique, qui est la kétamine, et qui entraîne des phénomènes hallucinatoires. Mais
Quand on regarde bien l'analyse de tous ces cas qui sont par centaines, on se dit que ça n'est pas que ça. Je me suis retrouvée dans un no man's land. C'était un espace excessivement cotonneux, un espace de bienveillance, un espace d'amour, un espace extraordinaire. Et tout d'un coup, j'ai dit « Enfin, je suis chez moi ». Et là, j'ai vu dans cet espace-là des pyramides qui se promenaient. Et là, j'en ai vu 2 s'approcher de moi. Et plus elles s'approchaient de moi, plus je les reconnaissais. Il s'agissait de mon grand-père et d'une arrière-grand-mère. Et j'ai vu ces espèces de pyramides me sourire, arriver, et j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et ils m'ont dit « On est venu te voir. » Je dis « C'est formidable, je veux rester ici. » Et il m'a dit « C'est justement pour ça qu'on est venu te voir. » Il dit « Ce n'est pas le moment. Tu as autre chose à faire. Ce n'est pas le moment. » Et il m'a dit « Tu comprendras plus tard. Es-tu sûr vraiment que personne ne pense à toi ?» Et quand il m'a dit ça, j'ai senti que j'avais le libre arbitre de rester ou d'aller voir. Et je me suis dit, ça ne me coûte rien d'aller voir. Et au moment où je le pensais, je me suis retrouvée au plafond de ma chambre. Et mon petit ami était en train de me secouer comme un prunier, en me giflant, en essayant de me réveiller. Et pour lui parler, parce qu'il avait vraiment l'air de s'inquiéter, j'ai réintégré mon corps, ce qui a été une chose excessivement douloureuse, parce que j'ai eu l'impression de rentrer dans une matière excessivement inerte et lourde, très très lourde, une grande matérialité. Et là, je lui ai dit « Tout va bien », et comme il m'avait beaucoup secoué, je suis partie vomir. Et dans les toilettes, je me suis dit « Mais je pourrais jamais raconter ce qui vient de m'arriver. Il va me prendre pour une folle. » Le but de ce protocole, entrepris par Jean-Pierre Jourdan, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une cible dans un système d'enveloppe qui est scellé par un huissier. Eh bien, personne dans cette équipe ne sait ce qu'il y a dans la pochette, là. Eh bien voilà, il y a une enveloppe. Elle est complètement scellée. Il y a la signature d'un huissier. Donc ça, moi je sais pas ce qu'il y a dedans. Personne ne sait, même pas le concepteur du protocole. Et qu'est-ce que vous attendez? Qu'un jour un patient se réveille et vous dise ce qu'il y a dans l'enveloppe sans l'avoir ouverte? Voilà, c'est le but de la manip. Montrer qu'il a le pouvoir de voir à travers l'enveloppe. Voilà, donc ça serait un apport important, capital, fondamental, sur la capacité de ces patients dans leur EMI, dans leur expérience de mort imminente, effectivement, à voir ce que personne d'autre n'a pu voir. Donc, ça donne une réalité à cette EMI. Parce qu'on en est bien là. Les patients décrivent une EMI. Il y en a des milliers. Mais personne n'a jamais pu donner une preuve absolue de la réalité de cette EMI. Le but est d'ouvrir un champ de recherche ? Bon, c'est de participer à une recherche, d'ouvrir un champ qui jusqu'alors n'est pas du tout dans les mœurs de nos contemporains scientifiques. Qu'est-ce que vous comptez faire de ces cibles alors, Dr Postel? Alors ces cibles, eh bien, nous allons tout simplement en disposer. J'en garde une pour le service des urgences, dans le box de déchocage. Et puis, je vais en prendre une autre que nous allons disposer dans la salle de soins, là où ça ne gênera personne. Cette enveloppe, eh bien, elle va rester définitivement là.
C'est un monsieur qui se fait Voilà. opérer, là? C'est un monsieur qui est... il y a une machine qui le fait respirer et il est endormi avec des drogues. Potentiellement, il pourrait raconter une expérience de mort imminente. Ah oui, oui, tout à fait. Peut-être que ce sera lui. Si vous nous portez chance. Mai 1943. Sous les toits du 19 avenue X, il avait beaucoup neigé, et en cette sinistre année d'occupation nazie, un vent glacial arrivait des montagnes. On se gelait, en mai, et on crevait de faim. Je vous ferai grâce des détails angoissants. Depuis 48 heures, j'étais en travail. Maman était arrivée après un voyage exténuant. Un docteur, mais mon pauvre Henri, jamais les femmes de notre famille n'accouchent avec un docteur. Elle s'en sortira très bien avec la sage-femme de sa tante. Mais elle ne s'en sortit pas toute seule. Mademoiselle U était une charmante vieille demoiselle qui avait mis au monde une bonne partie des 6 enfants de ma tante. Elle était remplie de bonnes intentions et pleine de bons conseils, mais lorsqu'elle a senti que mon pouls s'en allait, que mon cœur lâchait, elle fut littéralement prise de panique. « Monsieur C, vite un docteur, je ne réponds plus de rien. » Henri partit comme un fou chercher le docteur. Lorsqu'il arriva à mon 4e étage, j'étais anéanti de fatigue et de douleur. Mon cœur lâchait. Une pique rachidienne, toute nouvelle thérapie, s'imposait, car je ne pouvais plus supporter la souffrance. Il était le seul à l'époque à savoir manier les plus gros des forceps. En un rien de temps, avec son adresse célèbre en ville, il sortit le bébé mal placé et dont il fut obligé d'abîmer la joue gauche. C'était un beau garçon. Mais il était verdâtre et ne criait pas. Maman, atterrée, le crut mort. « Une brosse » demanda calmement le docteur. Et je le vis brosser le dos du bébé en le tenant par les pieds, la tête en bas. Comme un lapin qu'on va assommer. Tout à coup, un cri vigoureux envahit la pièce. Il vivait. « Mademoiselle » dit simplement le docteur en lui tendant le bébé. C'est à partir de ce moment que je suis morte. J'étais totalement épuisée, paralysée de la partie inférieure de mon corps par l'arachie, un cœur déficient, et au moment de la délivrance, il y avait sans doute une adhérence qui déclencha une très forte hémorragie. Et le froid. Le froid. Je venais d'entendre dans le lointain un bruit mou et gargouillant de quelque chose comme un vieux chandail de laine lavé dans de la mousse de savon tombant dans un seau sous la table. Je ne souffrais plus, je commençais à partir doucement. C'est à partir de là que tout a commencé. Ce fut étrange. J'étais moi, bien moi, mais j'étais double. Je voyais tout ce qui se passait dans la pièce, mais d'en haut. Je regardais, collé littéralement au plafond, dans l'angle de la cheminée de ma chambre. Cette cheminée saillait d'un bon mètre, et je me trouvais dans ce défoncé au-dessus de moi, en train de mourir. Je ne perdais aucun détail, aucun geste de mon entourage. J'étais étendu sur la robuste table de la cuisine, transporté en vitesse à la demande du docteur. Couché sur le dos, j'étais littéralement écartelé. Maman à ma gauche, Henri à ma droite, Gilles au milieu, officier au bout de la table. Mademoiselle U s'occupait du bébé qui hurlait dans l'alcôve. Maman et Henri soutenaient fermement chacune de mes jambes pour permettre au docteur d'agir. Dans les hôpitaux, ce sont des étriers et des courroies qui remplissent cet office. Le professeur, maigre, sec, pas très grand, une figure énergique, aux traits accusés d'une grande finesse, entouré de cheveux abondants, lisses et grisonnants, les bras rouges de sang. Il s'efforçait d'arrêter le flot, donnant calmement ses ordres. « Un peu plus haut, monsieur. Un peu plus à gauche, madame. » J'ai compris pourquoi on l'avait surnommé l'homme de glace. Henri me claquait assez fortement de son bras libre, et je constatais son air angoissé. Je vous aimais bien, vous savez. Est-ce moi sur la table ou moi en l'air qui ai entendu ça? En tout cas, Henri et maman m'ont entendu. C'est exactement là qu'il m'est arrivé cette chose bizarre dont j'ai gardé le secret si longtemps. J'avais peur de passer pour toqué. Je n'ai plus rien vu de la chambre, et je suis parti dans un tunnel. Un tunnel aux voûtes rondes comme celles du métro ou des trains. Pas très large,
mais assez long. J'avançais dans ce tunnel très sombre, ou plutôt je m'y sentais glisser comme dans de la soie. J'étais bien, en sécurité. Et là-bas, tout au fond, tout au bout du tunnel, une lumière. Cette lumière bien réelle était blanche, mais en même temps dorée et argentée, vibrante, scintillante, mais indescriptible avec des mots tellement c'était mieux. En même temps, je me sentais dans une plénitude d'abandon, de paix, de sécurité, de confiance, de sérénité totale. Jamais de ma vie je n'ai plus ressenti ça. Un bien-être absolu. Je nageais dans ce tunnel sans effort, comme un poisson dans l'eau, vers ce halo lumineux, avec bonheur. Et puis d'un seul coup, tout a disparu. Mon moi ordinaire a entendu maman qui disait « Docteur, vous l'avez eu », elle revient. « Je suis là, je te protège », disait Henri en litanie, « je te garde ». Et puis, un bruit de fond, un cri rageur, ininterrompu, comme une plainte. C'était le bébé, vivant. Le docteur, imperturbable, se lavait les avant-bras dans une cuvette que mademoiselle Hu lui présentait. Il m'avait sauvé la vie. C'était fini. C'est tout. Mais je n'ai jamais oublié ce voyage. C'est peut-être à cause de lui qu'adorant la vie, je n'ai pas trop peur de mourir. Que parfois même, il me tarde. Je sais qu'au bout du tunnel, il n'y a pas de porte. Là-bas, c'est la lumière. Alors, je n'ai pas tout à l'heure fini de répondre à votre question. Pourquoi des gens pourraient ne pas souhaiter raconter leur EMI ? Vous savez qu'il y a des EMI négatives, même si 80% des EMI vont être des choses fantastiques, un état de bien-être proche du paradisiaque. Eh bien, un certain nombre de ces EMI vont être négatives. Et les EMI négatives, ce sont des visions de l'enfer, ce sont des choses abominables qui traumatisent le patient, qui le traumatisent vraiment. Alors imaginez, après vous allez raconter à votre entourage, « Ah ben j'ai vu l'enfer ». Donc c'est l'enfer qui m'attendait. Vous imaginez un petit peu ce que ça va pouvoir représenter de jugement des autres. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire ce mec ou cette nana, qu'est-ce qu'elle a pu faire pour mériter l'enfer ? Là aussi, on n'aura pas ces témoignages-là spontanés. Non. On pourra les avoir si le patient vient consulter après. Soit qu'il sera envoyé par un médecin traitant à qui il aura raconté son histoire secrète et qui dira ah oui mais tiens il y a Sarla, ah bah tiens il y a Postel là qui fait une consultation de la conscience, vous devriez prendre contact avec lui, etc. On va pouvoir l'écouter, lui faire raconter son histoire, lui expliquer ce que sont que les EMI, dédramatiser, l'orienter vers un psychologue clinicien ou d'autres thérapeutes, pour essayer de régler son problème qui peut être chez lui quasiment un stress post-traumatique. Alors il n'y a pas que effectivement les belles EMI, il y a les mauvaises EMI. Ça peut paraître très religieux comme représentation des expériences de mort imminente, d'espèces de visions, soit paradisiaques, soit de l'enfer. Est-ce que dans d'autres pays on fait les mêmes récits ? Oui, et chacun avec la connotation de sa culture. Si vous vous référez au livre des morts égyptiens, si vous vous référez au Bardo Thodol des bouddhistes, vous avez quasiment des descriptions d'expériences de mort imminente. Là où ça devient beaucoup plus douteux, c'est quand un groupe sectaire, par exemple, va se servir de ces expériences dans des buts pas forcément très avouables. Vous vous rendez compte qu'on a pu proposer en région parisienne l'an dernier des stages, entre guillemets, à 400 et quelques euros le week-end pour vivre des EMI.
Et par quels moyens ? Alors là, moi j'en sais rien. Alors, faut espérer que ce soit tout simplement du baratin. Il faut espérer que ça ne soit pas des jeux du foulard, des arrêts circulatoires provoqués pour essayer de vivre une EMI. Vous savez, le jeu du foulard, ce jeu stupide qui consiste à aboutir à l'anoxie dans les cours de récréation, eh bien c'est la recherche d'une EMI. Pourquoi est-ce que ce jeu du foulard a une telle vogue chez les collégiens ou les lycéens ? C'est parce que certains vivent une EMI par ce biais. C'est très dangereux. Donc c'est bien pour ça que il faut que les scientifiques s'approprient ce phénomène et travaillent dessus et disent quelles sont les conclusions de leurs travaux. Nous essayons de rester sur un plan médical et scientifique, sans aucune interprétation. Il y a un autre problème qui se pose aussi, c'est la récupération de ce qu'on pourrait appeler des lobbies religieux, en particulier les créationnistes qui aimeraient bien utiliser ces expériences pour justifier la religion. Alors que si on pose la question aux personnes qui les ont vécues, ce sont des gens qui, dans leur immense majorité, rejettent tout ce qui est dogmatique, que ce soit sur un plan religieux, politique, philosophique ou existentiel. La plupart des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente se mettent à penser par elles-mêmes, se posent des questions, et par définition, si elles se posent des questions, c'est qu'elles n'ont pas de réponse, en particulier sur la religion. Et beaucoup réfutent les religions révélées. Si ce test un jour a un résultat positif, ça voudra dire que la communauté scientifique devra s'intéresser à ces expériences. Il faudra essayer de comprendre ensuite comment c'est possible. Si on arrive à explorer ces perceptions et à montrer qu'elles existent, on n'a toujours pas d'explication. C'est même le fondement même de la recherche que nous essayons de mener. C'est le fait que ces expériences sont sous les yeux de la science et de la médecine depuis 30 ans. Depuis 30 ans, toutes sortes de spécialistes de disciplines diverses et variées ont proposé des tentatives d'explication et aucune jusqu'à présent n'a été susceptible de donner une explication convenable à ces expériences. Toute la communauté scientifique, même les plus sceptiques, reconnaissent que entre 10 et 20% des gens qui ont fait un arrêt cardiaque racontent quelque chose de l'ordre de ces expériences. Personne ne met en question ces statistiques. D'un autre côté, ces expériences ne sont pas expliquées. Il s'agit donc d'un fait nouveau sous les yeux de la science. Expérience de mort imminente. Où en est la recherche? Avec le docteur Jourdan, le docteur Postel, Christophe Mariès, Corinne Cluzel, Séverine Collomb et Karen. Lettre de témoignage de passion lue par Laurent Lederer. Extrait du film Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo. À la technique Yves Lehorst, Jean-Guilain Meige et Jacques Vincent. Mixage Philippe Mercher. Sur les docs, Maëlys Bessery, Christine Diger. Oh, dans la flemmardise tranquille, je me déguise en loukoum géant sur un tapis volant. Au volant velu d'un tapis volant. Le bonheur ne dure pas. Voilà ce qu'on me dit. Dans mon sommeil j'écrase ces malheureux non-dits. Oh, dans la flemmardise tranquille, je me déguise en loukoum géant sur un tapis volant. Ainsi
s'achève notre semaine de l'heure du documentaire spécial enquête. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une série de 5 portraits au féminin allant de Dina Vierny à Mariana Otero, en passant par Nina Simone.